Mon challenge de l'été a débuté. On va donc parler de tomes de séries que j'ai principalement aimés, sauf une série que je vais peut-être arrêter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme je vous le disais, on va parler de tomes de séries. C'est le challenge que j'organise cet été, enfin l'été étant du 1er juillet au 31 août chez moi. Et côté météo, c'est pas du tout ça. Et j'avais en fait très envie de créer ce challenge pour cet été. J'avais très envie de ça parce qu'il y avait beaucoup de séries que j'avais débutées, alors soit il y a pile un an, pendant mon challenge précédent, qui était un challenge polar nordique, soit des tomes de séries que j'avais pu découvrir pour préparer les quais du polar, par exemple, etc. Et en fait, j'avais très envie de continuer ces séries. J'ai pas pu parce qu'il y a eu beaucoup de sorties là sur février, mars, avril, mai. Il y a eu énormément de sorties. Et puis ensuite en juin, à certains moments, je me disais je continuerais bien cette série. Puis je me suis dit non, je vais me garder ça pour cet été. Donc en fait, j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que j'attends avec impatience de pouvoir continuer certaines séries que j'adore. C'est fait, ça y est, j'ai pu continuer pas mal de séries. Et les 4 livres dont je vais vous parler, c'est vraiment des séries que je souhaitais continuer. Bon, il y en a une qui c'est dans le cadre en plus d'un autre challenge, donc bon, c'est un peu différent, mais j'avais quand même très hâte de continuer. Et grosse déception pour l'une des séries et confirmation pour les autres. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc, grosse déception, Donna Leon, c'était lent. En fait, je vais vous faire un résumé en 3 secondes, puis après on approfondira quand je parlerai de ces livres. Donc tome 2, c'était lent. Retrouvailles avec Hélène Grace dans ce tome 3, trop bien, addictif au possible. Tome 8 du département V de Jussi Adler-Olsen, très bien, même si tome vraiment à part dans la série jusqu'à présent. Je verrai les 2 derniers tomes. Et puis mon petit Hamish Macbeth dans le cadre en plus de donc le challenge on finit ces séries été 2024 et la Battle Agatha versus Hamish et très bien et j'adore Hamish, voilà, et tomes différents aussi mais bien, voilà. Alors je commence avec La Maison de Poupée de M.J. Arledge, le tome 3 de la série Hélène Grace, comme je vous le disais. J'avais dévoré les 2 premiers tomes, Amstramgram et j'ai besoin d'aide, Il court le furet. Et j'avais adoré cet addictif dès les premières pages, âme sensible, s'abstenir. Et je vous le dis dès maintenant pour cette série aussi avant que j'oublie. C'est prenant, j'avais découvert cette série parce que l'auteur était présent au Quai du Polar. J'avais très envie de le rencontrer, mais j'avais pas envie de le rencontrer en disant « Ah, il paraît que vous écrivez une super série que j'ai vraiment hâte de lire. » Bah non, en fait. Au lieu de dire ça, j'ai préféré plutôt lire, en fait. Lire les 2 premiers tomes, qui étaient très bien, voilà. Et donc du coup dans les 2 premiers tomes on fait la connaissance d'Hélène Grace, qui est un peu le personnage principal, qui est le détective. Je sais plus si elle a un grade particulier. M.J. Arledge est anglais. Je dis M.J. mais c'est Matthew. Il est anglais, il travaille pour la télévision britannique depuis 15 ans. Il dirige aussi sa maison de production indépendante qui a permis à plusieurs séries policières de voir le jour. C'est intéressant. Donc, dans Amstramgram et Il court le furet, on fait bien la connaissance d'Hélène Grace. Même forcément, on fait sa connaissance bien plus dans le tome 1. Donc dans Amstramgram, on va s'attacher à elle. Et pourtant, c'est marrant, enfin je trouve que cette série a tellement de points communs avec une série de polar nordique. Je trouve que tous les codes du polar nordique on retrouve dans cette série. On va avoir un personnage principal qui peut paraître un petit peu froid et qui pourtant est attachant parce qu'elle paraît froide pour les personnes qui la connaissent juste comme ça, mais nous en tant que lecteurs on ne la connaît pas que visuellement, etc. On la connaît de l'intérieur en fait. Donc on va apprendre son passé, on va apprendre plein de choses sur elle et donc forcément elle en sera que plus attachante, on va la comprendre et on comprendra cette apparence froide.
En fait, je trouve que dans cette série, il y a vraiment des points communs, comme je vous dis, avec des séries de polar nordiques, mais notamment avec la série d'Emily Shep, dont je vous ai tellement parlé. La série Une enquête de Jana Berzelius. En fait, je trouve qu'il y a pas mal de points communs. C'est marrant parce que quand j'avais lu Une enquête de Jana Berzelius, je dis ah ouais, c'est une bonne série, ça me rappelle les séries que j'aime bien et tout. Mais là, en reprenant Hélène Grace, je dis ah mais en fait Hélène Grace, elle a quand même des points communs. Alors même si Jana Berzelius est procureur, mais enfin voilà, c'est une série, et c'est la série la plus récente que j'ai pu lire qui était dans ce style-là. Mais en réalité, des séries de polar nordiques de ce style, je pourrais vous en dire des tonnes, même si, je le répète, la série d'Hélène Grace n'est pas une série de polar nordique puisque M.J. Harlidge est anglais. On a donc Hélène Grace qui a un passé qu'on a découvert dans le tome 1, qui est vraiment prenant, qui est choquant, qui est tout ce que vous voulez. Je vous le redis, les séries, je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que vous faites la connaissance de Hélène Grace dans le tome 1 et ensuite, une fois que vous connaissez son passé, vous connaissez ses blessures, vous la suivez dans le tome 2 et vous voyez ce qui se passe dans son enquête mais aussi dans sa vie privée et là vous vous dites c'est pas possible qu'il se passe ça quand nous on sait ce qu'il y a derrière. Dans le tome 3 c'est la même chose mais dans le tome 3 on va aussi faire des références au tome 2 et au tome 1. Je sais plus exactement si ça spoil mais je crois que oui, un petit peu. Et puis voilà, enfin c'est quand un auteur décide d'avoir un personnage récurrent, je trouve ça dommage et puis de le faire revenir avec justement des références au passé, au passé qu'on a pu connaître dans les épisodes d'avant, dans les tomes précédents. On n'est pas dans une série mais de télé, mais dans une série de livres. Donc voilà, enfin moi je trouve que ça ajoute énormément à l'expérience de lecture. Je le dis et je le redis, en fait je le répéterai toujours parce que je vois tellement de personnes qui vont piocher comme ça dans une série, prendre des tomes comme ça, puis qui disent non mais franchement ça peut se lire indépendamment. Bah oui, ça peut se lire indépendamment, mais quand vraiment on aime la lecture et qu'on aime les polars et qu'on veut vivre une expérience de lecture au maximum, bah autant y aller à fond et lire la série dans l'ordre en fait. Enfin ça me... Voilà, je suis très comme ça, voilà, et notamment sur ce sujet, mais c'est vrai que je crois que je pourrais avoir des boutons d'entendre quelqu'un qui dit oh, « J'ai lu le dernier tome, ah c'est dingue, j'ai tout compris ». Je pense que moi, si je lis le dernier tome, je vais faire une liste de tout ce à côté de quoi la personne est passée. Mais voilà, après, enfin... C'est ce que je pense, vraiment, c'est pour ça que je vous le répète. Mais derrière, chacun, bien sûr, est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, tout le monde n'a pas le même rapport à la lecture non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir qu'un tome 3 dans leur palle, et qui vont prendre ce tome 3 parce qu'ils n'ont pas les autres. Moi, j'ai un tome 3 dans la palle, j'achète les 1 et 2. Et puis, bah, je croise les doigts pour apprécier la série puisque j'aurai 3 tomes dans ma palle. Voilà. Donc, voilà, on n'a pas tous le même rapport à la lecture, pas tous le même amour, la même passion. Et voilà, on n'est pas obligé d'être aussi taré que moi, je l'entends. je le sais, j'en ai conscience. Mais bon, écoutez, je vous conseille quand même de lire les séries dans l'ordre. Et notamment dans celle-ci. Alors, dans celle-ci un peu, mais ça reste le tome 2. Celle-ci, ouais, mais moins. Et bien évidemment celle-là. De toute façon, étant donné que ça, je trouve que c'est une série polar nordique. Ça en est une. Bah voilà, dans les séries de polar nordique, j'ai envie de te dire que il y a... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, il y a toujours le choix, mais ça dépend de votre passion. Si c'est pas une passion ou si ça en est vraiment une. Et quand ça en est vraiment une, faut lire les tomes dans l'ordre. Alors, après cette longue parenthèse, eh bien, donc on était encore sur une enquête prenante. Les chapitres sont très courts dans les tomes de M.J. Harlidge. Hein. Enfin, ce n'est que le 3, mais voilà, je peux vous le confirmer. Alors, je crois que j'ai eu... Ouais, voilà. Alors, je cache juste parce que c'est sur la fin, donc ça peut révéler des choses. Mais voilà, le chapitre le plus court du livre, c'est le chapitre 126, sur une page. Sachant que, comme les chapitres prennent un tiers de page, en réalité, le chapitre le plus court fait 2 tiers de page. Là, c'est court aussi. Voilà, donc vous pouvez avoir tout ça. Après, pour que ce soit un peu plus concret, il y a 142 chapitres pour un livre de 430 pages. Donc voilà, ça vous donne à peu près la moyenne du nombre de pages par chapitre. Donc rythme assez haletant. On va alterner entre les personnages. L'enquête, elle est vraiment prenante et tout. Puis en plus, il y a même plusieurs enquêtes. Enfin, qui forcément vont se rejoindre à un moment. Mais voilà.
Donc c'est prenant. Voilà, pour moi, on a tous les ingrédients d'une enquête policière, d'un roman policier prenant, etc., avec ce rythme, etc., etc. Il y a un truc en plus dans cette série qu'on voit pas partout. C'est que, ouais, on est sur une enquête policière. Donc oui, ils sont une équipe à travailler dessus. Ok, Ellen Grace a certaines responsabilités. Elle-même a une chef qu'on voit aussi, mais elle a une équipe. Et souvent, quand je vais lire des enquêtes policières, eh bien, l'équipe, elle est soudée, objectif commun, on fonce, et puis après, on voit peut y avoir pas mal d'affinités entre certains personnages, peut-être moins d'affinités entre d'autres, mais jamais ça viendra entraver l'enquête, en fait. C'est juste que, comme dans tout job, quand on travaille, on a des collègues et il y en a qu'on apprécie, puis il y en a qu'on apprécie un peu moins, mais c'est pas ça qui nous empêchera de mener les dossiers au bout. Enfin, moi, je dis ça dépend des jobs. Bon, il y a des jobs qui ont la réputation de... Non, au contraire, que ça se passe pas très bien. Mais bon, bref, moi je suis pas dans cet univers-là, donc bon, globalement, c'est l'objectif, c'est, enfin, dans mon job, j'ai un objectif global, et donc j'essaye de travailler avec des gens parce que j'ai besoin d'eux pour atteindre cet objectif, et eux ont besoin de moi aussi pour atteindre cet objectif, et du coup on y va ensemble, main dans la main, et on sait vers où on va, et c'est plus efficace comme ça. Voilà, c'est en toute intelligence aussi, etc., etc. Bon, c'est pas toujours comme ça. Il y a des personnalités un petit peu particulières, etc. Et puis, enfin, ça dépend de plein de choses aussi. Et donc, certaines personnes ont vraiment de l'ambition, mais de l'ambition prête à tout pour atteindre un poste, alors que de mon côté, on peut atteindre un poste par le travail, la connaissance. Voilà, c'est des valeurs qui me paraissent assez logiques, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et donc, eh bien là, on se retrouve vraiment avec des personnes qui ont de l'ambition, qui sont prêtes à tout pour obtenir certains postes, des choses qui sont qui sortent des yeux, enfin c'est juste pas possible. Eh bien, c'est aussi ça pour certains le monde du travail en fait. Et je trouve ça hyper intéressant parce que il y a un côté presque plus réel. Alors comme je vous dis, moi c'est pas ma réalité. Enfin, j'ai pas l'impression que quelqu'un est en train de me salir pour obtenir mon poste. Enfin, j'ai envie de dire, si on me salit, c'est pas forcément pour obtenir mon poste. Mais bon, et puis après, bon, chacun gère ça comme il veut aussi. Et puis enfin, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, enfin, je dis pas que tout est rose, tout est beau, etc. Mais derrière, il n'y a pas cette concurrence en fait. Ou alors, ça se passe autour de moi et moi, j'ai des œillères et je ne vois pas parce que j'avance vers mon objectif qui est faire mon job. Je peux aussi être comme ça. Mais ça peut quand même être une certaine réalité. Et ouais, enfin, il y a certains personnages qui y vont fort parce que nous, on connaît Ellen Grace, on sait ce qu'elle a traversé. Enfin, on a un minimum d'empathie en fait, et donc bon, enfin, on aurait envie d'être plutôt cool avec elle. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Au contraire, il y en a qui ont cette jalousie. Est-ce que ce ne serait pas de là d'où tout part en fait, la jalousie? En fin de compte, est-ce que ce serait pas ça le problème de beaucoup de choses? Peut-être. Et donc, il y a cette jalousie, et donc cette jalousie plus à une envie d'ambition pour d'autres, eh bien, ça peut venir polluer l'enquête. C'est-à-dire que pour certains, c'est leur intérêt personnel qui est éventuellement obtenir un certain poste, plus que de mener l'enquête. Si pour obtenir ce poste, il faut faire tomber quelqu'un, et que la personne, elle est en plein milieu d'une enquête, et elle avance bien, mais on arrive à trouver les 2-3 petites choses où c'est pas bien, de façon à ce que, où lui tendent des pièges, etc., de façon à ce que, paf, la personne soit virée et que l'enquête, on verra bien qui pourra prendre la suite
ou peut-être l'occasion de montrer en grade sur l'enquête et pourquoi pas sur la fin de l'enquête et récupérer tous les lauriers du travail fait par quelqu'un d'autre. Voilà, on a tous ces trucs-là. Et donc ça change en fait, ça change. C'est pas tout beau, tout rose. Et en fait, de lire ça, vraiment avec du recul, je me dis, mais j'ai peut-être lu que des séries policières qui mettaient qui donnaient l'impression d'un monde idyllique au sein de la police, alors que bah ça peut pas être aussi idyllique que ça. Je dis pas que ça ne se passe que comme dans les MJ Harledge, je pense pas non plus, mais oui, je trouve que c'est je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais peut-être pas remarqué, je sais plus si je vous en avais parlé, mais c'est cet aspect-là, voilà. Et puis, bah, je vous le répète, rythme haletant, chapitre court, alternance de personnages, c'est un livre qui paraît un petit peu épais, il fait 430 pages, mais franchement, il se dégomme, et une fois qu'on le termine, on dit ah, j'ai trop hâte de lire le suivant. Voilà, je suis dans cet état-là, j'ai trop hâte de lire le suivant, surtout que le suivant, en plus, il est dédicacé. Trop bien. Voilà, c'était donc mon avis sur La Maison de Poupée. Je continue avec une petite déception, le tome 2 de Donna Leon, avec dans cette série une enquête du commissaire Brunetti. Alors, j'avais bien aimé le premier tome, j'avais découvert cette série parce que justement, encore une fois, Donna Leon était présente au Quai du Polar et je voulais rencontrer Donna Leon, qui est très âgée, hein, elle est née en 1942, elle est américaine, mais tous ses livres se passent, enfin cette série se passe à Venise. Je ne sais pas si elle a écrit autre chose que cette série. J'avais bien aimé le premier, Mort à la Fenice, parce que, alors je ne connais pas Venise, mais c'était intéressant de voir une enquête qui se passe dans une ville sur l'eau, et du coup les enquêteurs sont pas en train de speeder dans les rues, en voiture, en moto ou non, ils sont en train de speeder en bateau, il n'y a pas le choix pour se déplacer, donc c'était assez original en fait. Il y avait un côté très roman policier classique, pas un rythme de folie, mais voilà, j'avais globalement bien aimé. J'avais pas pu lire le tome 2 avant de rencontrer l'autrice, j'avais pas pu lire le tome 2 depuis, donc je l'ai lu, et là, bah j'ai ramé, et c'est pas que parce que ça se passait à Venise, hein. Ah là 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 là, le rythme, boum, vraiment, oh c'était lent, et pourtant c'est pas nul en fait, c'est pas nul, enfin, il y a une enquête, voilà, effectivement le commissaire Brunetti mène son enquête, on le suit, tout est logique, voilà, il rencontre des personnages, pas mal de personnages quand même, et voilà, on accompagne, on avance, voilà, sur ça c'était pas mal. Mais dis donc, oh là là, j'ai failli abandonner, mais je le lisais en lecture commune, ça m'embêtait de l'abandonner. Alors en l'occurrence, j'ai le tome 4 dans ma palle, puisque c'est celui que j'avais acheté au Quai du Polar. Je vais pas garder ce tome 4, je vais pas acheter le tome 3. Je vais peut-être garder le tome 4 quand même, comme il est dédicacé. Mais il va rester très longtemps jusqu'à ce que je décide de l'enlever. Il y a un autre auteur, alors italien pour le coup, mais ça se passe aussi en Italie, Valerio Varesi, que je voulais découvrir. J'avais rencontré l'auteur, c'était à Mulhouse, au Festival Sans Nom. Et donc, livre dédicacé, hâte de découvrir. Écoutez, depuis que j'ai acheté ce livre, donc en octobre, je tombe sur je ne sais combien d'avis négatifs. Et encore plus ces derniers temps, avec un rythme lent. Et du coup, ça me fait trop penser à ça. Je me dis, oh, j'aurais pas le courage d'aller dedans. J'aurais pas le courage. J'aime pas quand c'est long. Après, j'adore Agatha Christie, mais je trouve pas ça lent. Surtout que c'est court en fait, les Agatha Christie. Donc il n'y a pas de côté où elle vient pas broder pour faire de la page ou j'en sais rien. Là, on est dans un livre qui fait 308 pages. Ouais, c'est pas tant que ça pourtant, mais... Et même pas pour une fin dingue, quoi. En général, je vous fais pas de chronique comme ça. Tous les livres que je vous chronique, je les aime bien. Bah,
Parce que si au bout de 50 pages, je n'aime pas un livre, j'accroche pas, je le trouve mou, je le trouve lent, je l'abandonne. Je vous chronique pas un livre abandonné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chronique un livre sur 50 pages? Ça sert strictement à rien. Mes abandons sont pas du tout privés. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Babelio, dans la partie abandonnés, livres abandonnés. Ils sont tous là. Donc je vous fais pas de chronique comme ça en fait. Je vous dis pas... Oh, je me suis ennuyée pendant tout le livre, je suis arrivée à la fin et bah non, parce qu'en fait, je le sens au bout de 50 pages et je l'abandonne. Et là, je ne l'ai pas abandonné. Je voulais vraiment tenter et forcer, mais même en forçant, ça n'a pas changé mon avis. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire quand même de positif? Bah, y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce tome 2 et que j'avais déjà bien aimé dans le tome 1. C'est que le commissaire Brunetti, il est marié, il a des enfants. Et en fait, j'aime beaucoup la façon dont la famille est décrite, le rapport entre le commissaire Brunetti et sa femme, le fait qu'ils ne préviennent pas toujours quand il part, quand il reviendra, est-ce qu'il mange avec la famille ou pas, des choses comme ça. Et en face, on n'a pas une femme... qui est en train de râler, qui est tout le temps en colère. Non, elle a une autre attitude et ils peuvent vraiment parler en toute intelligence. C'est très apaisé comme relation et c'est très agréable. Je trouve ça très humain la façon dont c'est décrit. C'est pas, oui, il n'y a pas une relation hystérique, il n'y a pas une relation pleine de colère, de rancœur. Mais ça pourrait être aussi humain d'avoir ça. Mais là, c'est simple en fait. Et à côté de ça, l'autrice n'en fait pas 3 tonnes sur la femme du commissaire Brunetti en disant ah, elle était merveilleuse, elle était... Non, c'est plus des petits détails qui font qu'on s'attache à elle tout en l'admirant, mais c'est pas une héroïne en fait, hein, enfin, ce qu'elle fait paraît tellement naturel. Enfin voilà, moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve décrit avec beaucoup d'humanité et voilà, c'est le point positif que je pourrais dire sur cette série. Mais ce point positif étant tellement secondaire, ça ne me donne pas envie de lire le tome 3. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter à ce tome 2. Je poursuis avec mon petit Amish Macbeth, le tome 15. Oh, j'étais trop contente de le retrouver. Alors, donc je l'ai lu dans le cadre de la battle Agatha versus Amish que j'organise avec les éditions Albin Michel et avec Eurostar. C'est le dernier mois du challenge de cette battle. Et en plus, je l'ai lu dans le cadre de du challenge On finit ces séries, comme tous les livres que je vous présente dans cet épisode de podcast. Alors, Au trouble, tome 15. J'ai lu ce livre au moment parfait. C'est-à-dire que pour moi, le moment parfait pour lire un Amish Macbeth, c'est un dimanche après le goûter. Je commence un Amish Macbeth le dimanche après le goûter, je le finirai dans la soirée. C'est reposant, c'est déstressant. Le dimanche, je vous l'ai déjà dit, je suis sujette au blues du dimanche soir. Et le blues du dimanche soir peut commencer bien avant le soir. Et si le lundi, alors le lundi, ça arrive souvent que je sois en télétravail. Mais si je vais travailler sur place, le blues du dimanche soir, on peut l'appeler le blues du dimanche matin. Et du dimanche tout court, même, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc bah, écoutez, je vieillis petit à petit, hein, je n'ai pas encore 40 ans, mais je vais y arriver dans plusieurs mois. Déjà, je passe la barre des 39 bientôt, et donc bah, je me connais, voilà, je me connais, donc je sais comment je suis, et plus ça va, et plus je me connais. Donc je vais me rendre compte de moments où je vais stresser, et je vais aussi réussir à identifier des déstressants. Alors, je ne suis pas parfaite pour ça. Je suis pas quelqu'un qui stresse par anxiété, je suis quelqu'un qui stresse parce que j'essaye d'en mettre un maximum et que tout est organisé. Alors je vais pas dire millimétré parce que j'ai pas de souci avec les imprévus. Je prends ça plutôt comme un problème mathématique d'optimisation. Voilà, c'est un peu ça en fait ma vie. Mon organisation, c'est toujours. Alors je peux organiser les choses comme ça. Ouais, mais en fait si je déplace tout. Si j'inverse, je peux caser autre chose en plus. Alors, comment je fais en fait? Moi, ma vie, c'est ça. Donc, c'est cool, hein, c'est très cool. Sauf que bah, ça fait beaucoup en fait, c'est très dense. Et donc, il y a des moments où
besoin de m'apaiser un petit peu. Et puis il y a cette fameuse case en plus du dimanche soir, comme je vous dis. Donc j'ai repéré certaines choses. Je vous ai déjà parlé du fait que j'avais un tapis de marche. Ça m'aide beaucoup parce que quand je commence la marche, donc pourtant je lis en même temps parce que j'optimise mon temps, d'un coup je fais... Et en fait, ça m'apaise d'un coup. Ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert le plus récemment en matière de déstress. Oui, j'ai aussi fait, mais alors je l'ai fait qu'une fois, une séance de sophrologie. Ça faisait des années, j'avais déjà fait de la sophrologie il y a très longtemps pour un problème particulier, pour m'aider à gérer ça. Ça m'avait bien aidé. Une fois, ça mais vrai, je sais que je suis très très sensible en fait à la sophrologie, dans le sens où j'adhère, enfin ça fonctionne bien sur moi. Ça m'aide vraiment à une voix douce qui me dit vous détendez tout de la tête aux pieds et tout, moi c'est bon, enfin, ça marche en fait. J'ai même remarqué qu'en regardant des vidéos, ou alors, l'autre fois j'étais chez le coiffeur, et d'ailleurs je crois que c'est la première vidéo avec des cheveux plus courts, j'ai vu une coiffeuse masser le crâne d'une cliente, donc je l'ai eu aussi, mais moi quand je vois ça, en fait, je ressens presque les bienfaits d'un massage. J'imagine en fait ce que ça me ferait. Alors c'est pas aussi bien que si on le fait, mais voilà, donc il y a toute cette partie-là. Donc ça, voilà, j'apprends à me connaître sur ça. Mais la lecture a vraiment un rôle aussi dans mon stress ou mon déstress. Et donc je sais ce que je dois lire ou pas à certains moments. Je sais qu'il y a des livres que je vais éviter à certaines périodes et inversement, il y a d'autres moments où je peux y aller totalement. Et là, le petit Hamish Macbeth du dimanche soir, c'est tellement parfait. Et je peux vous le redire à nouveau, ça a trop bien fonctionné. Hamish Macbeth, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas un personnage qui est très mis en avant parce que lui-même, il n'a pas ce style de personnalité. Mais j'aime, et c'est pas non plus quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Enfin, c'est un personnage qui peut paraître un petit peu atypique, mais vraiment que j'aime beaucoup. Là, dans ce tome, on va partir sur quelque chose de globalement différent. Parce que on va avoir des thèmes que je n'aime pas dans les thrillers, dans les polars. Ça va être la même chose avec le livre suivant. D'autres thèmes, mais on va être encore sur des thèmes que je n'apprécie pas. J'arrête pas de dire que j'aime les polars, mais j'ai mes limites. Les trafics de drogue, j'aime pas. Les gangs, c'est souvent lié, j'aime pas. Tout ce qui est espionnage, tout ce qui est terrorisme, c'est pas mon truc. En termes de polar, hein, je vous rappelle qu'on est dans ce contexte-là. Et là, dans ces deux livres, du coup, j'ai eu tout ça. Et ce sont deux livres que j'ai lus le même jour. Mais pourtant, ça l'a fait. Et ça l'a fait pour les deux. Là, ça l'a fait parce que c'est un trafic de drogue, mais dans un cozy mystery. Alors déjà, c'est un sujet sérieux pour un cozy mystery. Mais c'est original, on est au tome 15 de la série qui comporte beaucoup de tomes. C'est vraiment un renouvellement. En plus, MC Beaton, elle n'hésite pas à introduire comme ça dans ses tomes des sujets de société, sachant que là, on est quand même dans un petit village en Écosse et où les habitants ne sont pas d'une ouverture d'esprit incroyable. Et donc là, à un moment, Hamish Macbeth, alors... Je ne sais plus exactement où, si je vais réussir à retrouver. Il se pose des questions sur... Voilà. Je me demande, murmura Hamish, songeur, ce qui se passerait si on légalisait les stupéfiants. Ça permettrait de contrôler la qualité des produits et de court-circuiter les cartels qui se retrouveraient au chômage. Donc, on est quand même... Alors, le livre date, hein, il est sorti en Angleterre en 1999. Donc, voilà, il a 25 ans, le livre. Mais c'est un sujet qui devait paraître moderne, en fait, ce style de questionnement. Et puis, donc, personnage du village... Quoi? C'est ce genre de propos qui explique que vous soyez resté simple flic alors que j'ai été promu inspecteur, vous racontez n'importe quoi et en plus ce que vous dites est dangereux. Mais en fait, il le redit plus tard auprès d'un personnage... pareil, je sais pas, je suis pas sûre que je vais réussir à vous le retrouver. Auprès d'un personnage qui est... parce que là, on était face à un autre policier, mais un autre personnage
qui habitent dans le village. Et donc du coup il y a eu la réaction vraiment très ancienne et tout. Je dis pas que je suis d'accord avec la Miche, je dis pas que c'est moderne de penser ça et que ça ne l'est pas de penser le contraire, mais c'est des questionnements en tout cas qui peuvent être qui peuvent continuer à être de nos jours, et les réactions qu'on a derrière, elles sont très fermées en fait, et ça fait très cliché de mentalité de village, surtout écossais. Et donc MC Beaton va jouer avec ça. Alors, faut se dire que c'est un cozy mystery, il y a aussi de l'humour derrière, donc faut pas non plus prendre ça comme une critique de la société, enfin faut pas intellectualiser le truc, hein, on reste sur un cozy mystery. Mais c'est intéressant parce qu'elle introduise des choses comme ça, c'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est même assez récurrent. Bon, donc ça reste un détail, hein. Enfin, je vous ai relevé 4 phrases dans un livre complet, mais ça m'a marqué. Autre chose qui est très différente, et alors là pour le coup c'est pas que 3 phrases, c'est beaucoup plus de pages, Hamish sort de l'Écosse pour mener son enquête. Et il va même se faire passer pour quelqu'un d'autre, et même pour 2 autres personnes, pour mener à bien son enquête. Donc voilà, il va s'infiltrer dans un réseau de trafiquants. Non mais vous voyez le truc, pour un cozy mystery, c'est quand même très très chouette. Il va être accompagné d'une certaine Olivia. Alors on se dit, ok, d'accord, Olivia, bon. Ouais, mais en fait, Olivia, c'est une personne qui vient de Glasgow, une inspectrice, et qui est vraiment haut placée, hein. Donc c'est assez original. Et puis oui, donc il part de l'Écosse, on va le retrouver à Amsterdam. Alors c'est original, ça change, c'est un petit coup de boost dans la série, c'est pas le cas des tomes précédents. Mais je peux pas vous dire que ça faisait tâche, pas du tout. Ça paraissait totalement logique, on l'a retrouvé le Hamish qu'on aimait bien, il avait les réactions qu'on connaît aussi, donc c'était à la fois des paysans et en même temps dans une continuité, tout était en logique. C'est aussi pour ça que, enfin si je vais vers un polar où derrière je vois écrit trafic de drogue, infiltration dans un réseau de trafiquants, et puis course-poursuite à Amsterdam, c'est pas vraiment une course-poursuite, mais bon, voilà. Je vois ça d'un auteur que je connais pas, avec une couverture très sombre et tout, je vais dire, alors là, ça... Mais c'est tellement pas pour moi. Ouais, mais c'est un Hamish Macbeth. Donc en fait, si, c'est pour moi, parce que c'est écrit à la sauce Hamish Macbeth, voilà. Donc c'est pas... on va pas être dans un truc... enfin, c'est pas un livre dans lequel, enfin, c'est quand même pas trop le cas des polars non plus, quand il y a de la drogue en général. Enfin, si on a des histoires de réseau et tout, l'idée c'est quand même de stopper ça. Mais bon, il y a d'autres livres qui sont pas des polars, où il y a toute cette partie-là, et je me dis, mais c'est pas possible, on a presque... l'auteur veut presque nous montrer à quel point notre vie serait tellement plus fun si on consommait certaines substances. Là, j'atteins vraiment mes limites, c'est pas... Enfin, c'est trop bizarre. Donc, bon, voilà, il y a différents stades et tout, mais globalement, c'est pas le sujet que j'apprécie. Mais là, c'est passé tout seul, c'était trop bien, je l'ai dévoré, Ah ouais, j'ai dévoré, c'était très 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 chouette. C'est vraiment une série que j'adore, et j'ai encore pas mal de tomes de lui dans ma palle. Ici, je vois, j'en ai 7 encore, donc pas à jour, et j'en ai 5 d'Agatha Raisin, donc pas à jour du tout. Mais c'est pas grave, je continue à lire mes petits cozy mystery avec grand plaisir. Voilà, c'était Au trouble. Et puis je termine avec ce tome 8, Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen, polar nordique, série de polars danois. Voilà, tome 8 de la série Département V. C'est une série que j'avais découverte il y a 1 an. Je l'avais découverte fin juillet 2023, alors que j'étais à Milan et qu'on allait partir pour rentrer chez nous. Les vacances étaient terminées. C'était très bien. Je me souviens très bien des endroits où j'étais quand j'ai lu ce livre. Ça me fait globalement souvent ça avec mes lectures de vacances, de me souvenir du lieu où j'étais.
Voilà, peut-être parce que je prends vraiment beaucoup de soin à choisir les livres qui m'accompagnent pendant les vacances. Et puis je vais faire des photos sur les lieux de vacances. Enfin, il y a certainement tout un ensemble de choses. Mais enfin, il y a 2 ans, je peux vous dire exactement ce que j'ai lu sur une plage italienne. Enfin, on y est allé 2 jours de suite sur cette plage. Je peux vous dire exactement ce que j'ai lu en fait et les livres que j'ai terminés. Enfin, voilà. Donc cette série, dont le premier tome est Miséricorde, je l'avais dans ma palle depuis un moment et j'avais vraiment hâte de la découvrir. Le seul truc, c'est qu'on a des pavés. Et moi, je suis pas naturellement attirée vers un pavé. Quand un livre fait 600, 700 pages, je vais pas me dire « Oh, trop bien, c'est génial, j'ai tellement hâte de lire ce pavé. » Non, je suis plutôt « Oh, l'histoire a l'air bien, mais comment je vais faire pour caser ce pavé dans mon planning, dans mon emploi du temps ?» C'est un peu le cas avec C'est Justice Adler-Olsen, parce qu'en plus, moi, j'aime pas faire traîner les livres. Je lis plutôt vite. Enfin, quand je dis que je lis plutôt vite, c'est pas que je lis vite sur 1 heure, c'est plutôt que j'ai beaucoup de créneaux de lecture. Je me dégage beaucoup de créneaux de lecture dans ma semaine. Je travaille, hein, comme la plupart d'entre vous, mais je lis le soir. Je ne regarde pas la télé, je vais pas au cinéma, je fais pas de sport. Donc en fait, sur mon temps libre, je lis au maximum. Et je tricote en même temps, ce qui fait que j'ai vraiment mes 2 activités qui sont liées, mais ça, la plupart d'entre vous le savent déjà. Et du coup, un livre comme ça qui fait 600, 700, 800 pages, eh bien, je vais pas le commencer le lundi parce que je vais avoir que les soirs de la semaine pour les lire et du coup, je vais avoir l'impression de traîner un livre sur toute la semaine et ça me va pas. Voilà, ça me va pas. Alors concrètement, je mets autant d'heures à lire ce livre si je le commence un lundi que si je le commence un vendredi. Sauf que j'ai plus d'heures le week-end pour lire parce que je ne travaille pas le week-end. Et donc du coup, en termes de jours, bah, c'est vraiment sur une plus courte durée. Et ça, j'apprécie davantage. Et donc, C'est Justice Adler-Olsen, à chaque fois, je les ai casés des vendredis soirs ou des samedis pour être sûre de finir les tomes sur le week-end. Donc c'est une contrainte super forte en fait. C'est pas évident de réussir à les caser de cette façon-là. Mais bon, voilà. Et donc par la suite, bah, j'ai laissé de côté parce que petit à petit, eh bien, j'ai peut-être lu le 7e tome, je sais pas, en mois d'octobre, septembre-octobre. Ce qui veut dire que déjà, entre fin juillet et septembre-octobre, j'avais déjà lu 7 tomes, donc potentiellement 7 week-ends. En plus, les pages sont globalement denses. Bon là, j'avais quand même un bon rythme de lecture, mais je sais qu'il y a certains tomes, je lisais vraiment 60 pages par heure et pas plus. Là, j'ai pu aller sur du 80, 100 pages par heure. Le rythme était quand même peut-être plus prenant que d'autres sur certains passages. Et puis en plus, quand je lis un livre, en général, je ne suis pas à 60 pages par heure tout au long du livre, surtout un polar. Sur la fin, ça s'accélère, donc je lis aussi plus vite. Et là, quand je dis que je lis plus vite, c'est vraiment que je lis plus de pages à la minute. Peut-être pas exagéré, à l'heure. Donc pas évident de caser ces tomes-là, surtout que j'ai eu ce tunnel de sortie littéraire février, mars, avril qui était génialissime. On peut ajouter le mois de mai. Génialissime, mais bon, voilà, faut réussir à les caser. Et voilà, donc, petit souci d'emploi du temps, mais autour de ma passion, donc c'est pas très grave. Et donc là, j'ai ressorti ce tome avec grand plaisir, lu sur un week-end, commencé un vendredi soir ou un samedi matin, je sais plus, samedi matin plutôt. Oui, samedi matin, chez le coiffeur justement. Ma vie a tourné autour du coiffeur, comme vous vous en rendez compte. Donc commencé un samedi matin, terminé un dimanche milieu d'après-midi, et puis c'est là qu'après j'ai pu lire mon petit Hamish Macbeth. Donc contente de retrouver les personnages, contente de ne pas être très dépaysée. Donc le département V est dirigé par Karl Mork. On arrive au tome 8, alors je ne peux pas tout vous dire, en tout cas il y a des personnages qui vont le rejoindre dans ce département V, dont vous ferez la connaissance, mais pas tout de suite, pas dès le premier tome. Donc, ce qui fait que si là vous lisez le tome 8, vous serez dépaysé parce que il y a des personnages secondaires qui ont vraiment un passé actuel, un passé qui va dater depuis le premier tome en fait, puisqu'on les suit, donc on sait tout ce qui s'est passé du premier au 8e tome pour ces personnages-là, puisqu'on les suit.
Mais il y a des personnages qui ont un passé bien plus lointain, bien avant que le tome 1 commence, et l'auteur s'amuse toujours à nous titiller sur ce passé qu'on ne connaît pas, qui nous intrigue, et qu'on aimerait découvrir en fait. Et on y arrive. Pour un personnage secondaire, il y a tout qui sort dans ce livre. Tout. Comme si on avait ouvert ce personnage et ça y est, on sait tout. On fait le lien en fait avec comment à certains moments il est comme ça, mais pourtant à d'autres il est comme ça, ce qui donnait l'impression d'avoir deux personnalités différentes en une personne, mais en fait c'est plus complexe que ça. Enfin voilà, on sait tout. Ce qui fait que ce tome a un goût particulier parce que normalement le département V résout des cold cases. Alors j'ai envie de vous dire qu'on résout quand même quelque part une cold case mais qui prend du sens dans le présent. Et enfin oui, il y a vraiment l'un des personnages qui est très marqué par tout ça. Mais on est dans cette série-là, et cette série-là, elle a pour habitude d'alterner les personnages, d'avoir aussi plusieurs histoires, et là on a vraiment plusieurs histoires en parallèle. Ça arrive qu'on suive l'assassin en parallèle de l'enquête, et derrière c'est très haletant, enfin, parce qu'en fait on voit qu'il y en a un qui prévoit ça, et on se dit mais pourvu que les enquêteurs arrivent avant, et tout ça. Là on va suivre un peu trois zones, trois groupes de personnages, 3 ou plus, peut-être même 4, parce que côté enquêteur, ils sont vraiment séparés, parce qu'en fait, on a un peu deux histoires en parallèle, deux histoires policières en parallèle, et donc 2 équipes policières qui vont s'attaquer à chacune des histoires. Donc on peut peut-être dire 4. Les chapitres sont plus courts que dans mes souvenirs, mais du coup, comme j'avais en tête que l'auteur avait tendance à avoir ce style de construction, et ben quand j'ai commencé le premier chapitre, je m'attendais à tout. On découvre un personnage au premier chapitre. Là, je peux vous dire que moi, je suis partie très loin. Et à la fin du premier chapitre, je me suis dit, ah, bah tiens, ça change en fait. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. On va être donc dans le passé d'un des personnages et dans les thèmes, ça rejoint ce que je vous disais juste avant, on va être dans des thèmes qui ne m'accrochent pas tant que ça dans le monde du polar. C'est l'espionnage et le terrorisme. C'est pas du tout ce qui me branche habituellement. Je vais pas dire que je fuis ces thèmes-là, mais j'y vais pas trop, quoi. Enfin, j'ai tellement de choses à lire parmi ce que j'aimerais que je tente pas forcément. Parce que parfois, c'est des sujets qui peuvent être assez complexes au niveau géopolitique et j'ai pas une grande passion pour ça, j'ai pas une grande connaissance, j'ai pas une grande passion, c'est un petit peu lié. Je ne me passionne pas sur le sujet donc je creuse pas et donc je connais mal. Donc voilà, bon, c'est pas forcément mon truc. Voilà, c'est pas un livre qui est hyper marqué sur le plan géopolitique, mais en tout cas ces sujets sont dans le livre. Donc c'est un tome qui est un peu particulier puisque on va avoir principalement une enquête autour d'un personnage, de la vie d'un personnage. Donc on va apprendre des choses en fait et on se dit ah, dingue, tout ce qu'on apprend dans ce tome sur ces personnages, c'est incroyable, tout en ayant une enquête à côté. Donc c'est très puissant, mais pour moi c'est un tome un peu à l'écart, moins bien que les précédents, alors que tous les précédents, j'ai pas assez de souvenirs séparés de chaque tome, mais bon, il y en a beaucoup que j'ai largement préféré à celui-ci, mais il est nécessaire, encore une fois, ça donne l'impression que l'auteur, là aussi, se renouvelle, et c'est un tome qui est bien, parce que maintenant, une fois que j'ai refermé ce livre, je me dis, mais quelle va être la suite, maintenant qu'on sait tout ça, et maintenant que on a certains personnages qu'on verra moins, ou pas, ou plus, et ben ça va se passer comment en fait. Donc beaucoup de curiosité pour la suite et donc forcément ce qui donne hâte de continuer. Voilà, donc je suis très contente, en fait contente que la lecture du tome 8 après une grande pause, après la lecture du tome 7, a été aussi fluide, aussi agréable, aussi naturelle. J'ai passé un très bon moment. Il y a peut-être un petit truc que j'ai remarqué, je pense que c'était présent dans les tomes précédents, mais j'étais vraiment prise par la découverte. Les personnages féminins sont pas dingues, sont pas forcément, on leur parle pas tous très bien. Il y a plus de personnages masculins que de personnages féminins. Il y a même un personnage féminin qui n'a pas de prénom, alors qu'elle a un poste important.
il y a un personnage féminin qui est totalement loufoque. Bon, après on peut dire qu'il y a aussi des personnages masculins qui le sont, mais bon, du coup on lui parle de façon pas correcte, mais bon, ça va dans le livre si vous voulez. Après il y a un personnage féminin qui est, je trouve, très mise en avant, enfin, elle n'est pas très très présente, mais en tout cas, on ne dégrade pas son image. Mais c'est très masculin comme série. Et dans ce tome, on le remarque davantage. Alors en plus, avec les sujets abordés, oui, c'est sûr. Bon, après, c'est bizarre ce que je vous dis, c'est pas très construit, mais en fait, il y a quand même encore plus de personnages féminins que ce que je vous dis. Et en fait, on a des personnages masculins qui ont un amour pour certains personnages féminins, ce qu'il aimait quelque part en avant. Mais je trouve, ouais, c'est globalement assez masculin, quoi. Parfois, je vous dis, il y a des personnages qui se parlent entre eux, bon, ça tétille un petit peu. Voilà. C'est un tome haletant, c'est un tome intéressant, c'est un tome utile. Ce que je retiens, c'est tout ce que j'ai appris dans ce livre sur l'un des personnages. Pas mon préféré, mais nécessaire parce que, écoutez, maintenant, je vous dis, grosse curiosité sur les 2 tomes suivants. Je vais m'arrêter là. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette série, j'allais vous dire, je suis fatiguée, cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous lisez ces séries-là. Si vous lisez cette série, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà fini depuis un moment? Est-ce que vous êtes à jour? Donc comme je vous l'ai dit, hein, âme sensible, s'abstenir pour les 2. Est-ce que vous êtes à jour dans cette série? Le tome 10 est sorti il n'y a pas très longtemps chez Albin Michel. Chez MC Beaton, plutôt Team Amish, Team Agatha. Si vous n'avez pas découvert Amish, qui est quand même moins connu qu'Agatha, je vous le conseille, mais tellement, enfin c'est trop bien. Et puis bien évidemment, et surtout, cette question, si vous avez lu Donna Leon, donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Donnez-moi votre avis, parce que là je pars sur un abandon de série. C'est au-delà d'un abandon de livre. Hein. En même temps, quand on abandonne un tome d'une série, on abandonne la série. Ça paraît logique. Là, je l'ai fini, mais derrière, je me dis, voilà, j'ai terminé ce tome 2. Ça marque l'abandon de la série. C'est particulier. J'ai un fichier Excel où je mets toutes mes séries, en fait. Donc, je mets pour chaque série. Donc là, je mets par exemple Donna Leon, une enquête du commissaire Brunetti. J'allais dire Bruchetti, pas du tout. Et donc, j'écris cellule par cellule, le titre du tome 1, le titre du tome 2, le titre du tome 3, etc. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Je mets pas de couleur quand je n'ai pas le livre, quand je ne l'ai pas lu. Quand j'ai le livre et que je ne l'ai pas lu, je mets une couleur rouge, un fond rouge. Et quand j'ai lu le livre, je mets un fond vert. Ce qui me permet vraiment de me repérer parce que parfois, je reçois en service presse le tome 5 d'une série. Mais j'ai pas les précédents. Et donc, je sais du coup il faut que j'achète les précédents. Et donc, ça me permet de savoir comment j'avance. Ensuite, dans le même onglet, j'ai tout un gros bloc avec les séries qui sont terminées, mais des fois, les séries terminées retournent dans les séries en cours parce qu'un nouveau tome vient de sortir. J'ai une colonne avec les séries terminées en 2024 et j'ai une partie séries abandonnées. Je veux le tracer, je veux le garder parce qu'il y a des séries qui sont abandonnées, mais je ferme pas totalement la porte, donc à suivre. Voilà, donc je pense que ce sera le cas de cette série, notamment parce que le tome 4 est dans ma palle. Donc, j'ai pas envie de parler d'un abandon définitif non plus. On sait jamais. À un moment donné, j'aurais peut-être envie de lire des livres lents qui me donnent pas envie d'avancer. Et ben dans ce cas-là, je retournerai vers cette série. Non, j'exagère, mais... Bref, peut-être qu'en connaissant Venise, ça change un petit peu les choses. Ouais. Enfin, bon, je vous dis tout ça, mais le truc, c'est surtout que je suis déçue. Je suis déçue d'avoir été déçue. Voilà, c'est comme ça. Bon, eh bien, écoutez... J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de très bons moments de lecture. Je vous souhaite aussi un bon challenge estival si vous le suivez et on se retrouve bientôt.